Vendredi 22 mai 2026, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité internationale, la lutte contre l'épidémie d'Ebola s'intensifie en République démocratique du Congo. La formation d'un nouveau gouvernement en Centrafrique et la condamnation définitive de l'opposant tchadien Mazra, ainsi que les tensions croissantes entre les États-Unis et leurs alliés européens de l'OTAN. Voici le développement de ces titres. Une semaine après l'annonce d'un premier cas d'Ebola en République démocratique du Congo, l'épidémie continue de progresser, notamment dans la province de l'Ituri, dont la ville de Bunia constitue l'épicentre. Face à l'urgence, plusieurs organisations humanitaires intensifient leurs actions afin de renforcer les capacités de prise en charge des malades. Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont déjà acheminé plusieurs cargaisons de matériel sur le terrain. Médecins sans frontières Belgique a notamment mobilisé 8 tonnes d'équipements médicaux et logistiques destinés à Bunia. Les envois comprennent des médicaments, des équipements de protection individuelle pour le personnel soignant, ainsi que des tentes adaptées à la gestion des patients atteints du virus. 6 véhicules pick-up transformés en ambulances doivent également être déployés d'ici peu. Selon les responsables humanitaires, la priorité reste de déployer rapidement les équipes tout en garantissant leur sécurité dans cette région marquée par les conflits. L'organisation non gouvernementale Solidarité internationale insiste aussi sur l'importance de la sensibilisation communautaire et du respect des mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Toujours sur le continent africain, mais cette fois-ci sur le terrain politique, direction la Centrafrique où le président Faustin Archange Touadéra vient de dévoiler la composition de son nouveau gouvernement. Le président Faustin Archange Touadéra a procédé à la nomination d'un nouveau gouvernement composé de 29 membres, un mois après son investiture pour un troisième mandat. Cette nouvelle équipe, annoncée le 21 mai par la présidence, ne compte que 10 nouveaux ministres, traduisant une volonté de continuité au sommet de l'État. Le Premier ministre Félix Moloua, qui avait présenté sa démission le 13 mai, a finalement été reconduit à son poste 2 jours plus tard. Le gouvernement reste largement dominé par des personnalités proches du mouvement Cœur Uni, le parti présidentiel. Parmi les nouvelles têtes figure Évariste Ngamana, nommé ministre de la Communication et des Médias, après avoir été porte-parole du chef de l'État durant les campagnes électorales. Cette réorganisation intervient dans un contexte politique tendu. Réélu en décembre avec 117,90% des voix, Touadéra fait face aux critiques de l'opposition, notamment d'Anissé Georges Dologuélé, qui dénonce des irrégularités électorales et une concentration excessive du pouvoir. Par ailleurs, les résultats définitifs du second tour des législatives ne sont toujours pas connus. À ce jour, seuls 90 députés siègent officiellement à l'Assemblée nationale sur les 144 prévus en attendant la proclamation complète des résultats et l'organisation de certains scrutins partiels. Et pendant qu'en Centrafrique, l'actualité reste dominée par les enjeux politiques, au Tchad voisin, une décision judiciaire majeure continue de faire réagir l'opposition et la société civile. Au Tchad, Success Masra a été définitivement condamné à 20 ans de prison,
ferme après le rejet de son pouvoir en cassation par la Cour suprême de N'Djamena hier 21 mai. Cette décision confirme le verdict rendu en août dernier par la Cour criminelle contre l'ancien chef du gouvernement et président du parti Les Transformateurs. La justice tchadienne le reconnaît coupable de diffusion de messages à caractère raciste et xénophobe, d'association de malfaiteurs et de complicité de meurtre. Il lui est reproché d'avoir diffusé en 2023 un message considéré par les autorités comme l'un des éléments ayant conduit aux affrontements intercommunautaires meurtriers survenus à Mandakao en mai 2025. L'audience s'est tenue sous haute sécurité avec un important dispositif policier et militaire autour du bâtiment de la Cour suprême. Malgré le caractère public de l'audience, plusieurs journalistes ont été empêchés d'y accéder. Les avocats de l'accusé dénoncent une décision injuste et assurent que la procédure est motivée par des raisons politiques. Francis Kadjilambay, coordinateur du collectif de défense, a indiqué que d'autres recours pourraient être envisagés devant des juridictions régionales ou internationales. De son côté, Claudia Wanati a qualifié cette condamnation de honteuse et plaidé pour une solution politique, notamment une grâce présidentielle ou une amnistie. Autre point dans cette session, la primature malgache a validé cette semaine une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption axée sur des mesures concrètes comme la confiscation des biens acquis illégalement, les enquêtes systématiques sur le patrimoine et le partage de données entre institutions publiques. Ce plan, élaboré avec la participation de la société civile, sera officiellement lancé avec la concertation nationale prévue le 3 juillet dans le cadre de la refondation annoncée par les autorités. Les organisations citoyennes saluent cette initiative tout en exigeant l'adoption rapide de la loi sur l'accès à l'information publique. Selon Transparency International à Madagascar, ce test est indispensable pour renforcer la transparence et permettre aux citoyens de demander des comptes aux institutions. De son côté, l'ONG Toswa estime que cette stratégie marque un changement important, privilégiant désormais les résultats et les actions concrètes plutôt que les simples réformes administratives. Les premiers effets sont attendus en 2026 alors que Madagascar figure actuellement parmi les pays les plus touchés par la corruption. Terminons cette édition par les tensions diplomatiques qui secouent actuellement l'Alliance Atlantique en pleine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède. Réunis à Helsingborg, en Suède, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord font face à de nouvelles tensions entre l'Europe et les États-Unis. Initialement consacrée à la préparation du sommet de juillet en Turquie, la rencontre est dominée par des désaccords liés à la guerre au Moyen-Orient et au rôle de l'Alliance dans le conflit. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a vivement critiqué les alliés européens accusés de refuser de soutenir l'engagement américain contre l'Iran. Les tensions se sont accentuées après le refus de l'Espagne d'autoriser des bombardiers américains à faire escale sur son territoire, ainsi qu'après des déclarations du chancelier allemand estimant que l'Iran avait humilié les États-Unis. Ces différends alimentent les interrogations sur l'avenir de l'Alliance Atlantique. Washington a déjà annoncé le retrait de 5000 soldats américains d'Allemagne, une décision qui inquiète plusieurs pays européens, même si un redéploiement vers la Pologne est envisagé. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte,
tente toutefois d'apaiser les inquiétudes. Selon lui, l'Europe et le Canada renforcent progressivement leurs capacités militaires afin de réduire leur dépendance envers les États-Unis. Les Européens devraient également annoncer de nouveaux contrats d'armement pour rassurer Washington sur leurs engagements en matière de défense. Parallèlement, plusieurs États membres souhaitent réaffirmer le soutien militaire à l'Ukraine, même si les discussions sur un financement accru restent divisées au sein de l'Alliance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.